le bruit lointain des sirènes de New York. On dit que la vie peut changer en une journée. C'est faux. Elle peut changer en une minute, une seule. Et lorsque cette minute arrive, on comprend que tout ce que l'on croyait solide ne tenait en réalité qu'à un fil. Aujourd'hui, ce fil va se rompre. Transition YouTube naturelle. Avant de poursuivre cette histoire, merci à chacun d'entre vous qui prenez le temps d'écouter voix et récits. Si ce roman vous captive, prenez quelques secondes pour laisser un « j'aime », vous abonner à la chaîne et partager cette vidéo autour de vous. Ce geste ne vous coûte rien, mais il nous aide énormément à faire grandir cette chaîne et à continuer de créer de nouvelles histoires. Installez-vous confortablement. La chute d'Idrissa Ndiaye ne fait que commencer. Mardi, 8h17. Les ascenseurs de la tour Ndiaye Capital s'arrêtèrent brutalement. Dans le hall d'entrée, les conversations cessèrent. 2 véhicules noirs venaient de se garer devant l'immeuble. 4 agents fédéraux descendirent, costumes sombres, oreillettes, mallettes métalliques. Ils avancèrent d'un pas calme, sans courir, sans élever la voix. Les employés comprirent immédiatement que quelque chose d'anormal était en train de se produire. Au 46e étage, Sarah observait la scène depuis la baie vitrée. Son téléphone vibra. C'était la sécurité. Madame Coleman, des agents fédéraux demandent à voir Monsieur Ndiaye. Ils disent avoir un mandat. Sarah sentit son cœur s'emballer. Elle se leva si brusquement que sa chaise bascula derrière elle. Bureau d'Idrissa. Idrissa terminait la lecture du dossier Falcon. David frappa à la porte. Il paraissait inhabituellement tendu. « Monsieur, vous avez de la visite ?» Avant même qu'Idrissa ne puisse répondre, la porte s'ouvrit. Le chef des agents entra. « Monsieur Idrissa Ndiaye ?»« Oui. Je suis l'agent Michael Harris. Nous sommes mandatés pour procéder à la saisie de plusieurs documents et serveurs appartenant à Ndiaye Capital. Voici le mandat. » Idrissa parcourut rapidement les premières lignes. Ses yeux s'arrêtèrent sur quelques mots. Fraude financière, blanchiment de capitaux, faux en écriture. Il releva lentement la tête. Il doit y avoir une erreur. L'agent répondit avec un calme implacable. C'est précisément ce que nous allons vérifier. Il existe des phrases qui divisent une existence en 2. Pour Idrissa, celle-ci en faisait partie. Les bureaux. La nouvelle se répandit en moins de 3 minutes. Les employés chuchotaient. Les téléphones vibraient. Les regards changeaient. Certains baissaient les yeux en croisant Idrissa. D'autres évitaient désormais son bureau. Une assistante, qui travaillait avec lui depuis 6 ans, hésita avant de lui dire bonjour. Il le remarqua, et cela lui fit plus mal que les accusations. Salle des archives. Les agents copiaient les serveurs, photographiaient les dossiers, scellaient plusieurs armoires. Sarah s'approcha du chef d'équipe. « Puis-je savoir ce que vous recherchez exactement ?» L'homme consulta son mandat. Une société nommée Blue Cedar Holdings. Sarah sentit un frisson lui parcourir l'échine. Ce nom, encore lui. Bureau de Moussa. Moussa observait discrètement le chaos à travers les stores. Son téléphone vibra. Un simple message. Phase 1 terminée. Il effaça immédiatement le SMS, puis prit une profonde inspiration. En relevant les yeux vers le reflet de la vitre, il aperçut son propre visage. Il n'y avait aucune joie, seulement une immense fatigue. « Pardonne-moi » murmura-t-il, sans que l'on sache s'il parlait à Idrissa ou au jeune homme qu'il avait lui-même été. Le café. Au même moment, Grace préparait son premier cappuccino de la journée. La radio diffusait les informations locales. Personne n'y prêtait vraiment attention. Puis, la présentatrice annonça
une importante entreprise new-yorkaise spécialisée dans les investissements internationaux fait actuellement l'objet d'une intervention fédérale. Grace leva instinctivement les yeux, mais un client l'interpella. « Mademoiselle, mon café, s'il vous plaît. » Elle baissa le son de la radio, sans imaginer que cette information concernait l'un de ses clients les plus réguliers. Retour à Ndiaye Capital. L'agent Harris referma son dossier. « Monsieur Ndiaye, conformément à la procédure, nous vous demandons de rester disponible pour un entretien dans les prochaines 48 heures. Vous n'êtes pas placé en état d'arrestation, mais vous ne devez quitter ni l'État de New York, ni le territoire américain, sans autorisation. » Ces mots résonnèrent dans le silence. Ne pas quitter le territoire, les billets pour le Sénégal, le voyage. La dernière tentative de sauver son mariage. Tout venait de s'effondrer. Idrissa regarda la baie vitrée, la pluie recommençait à tomber. Il pensa soudain à cette phrase de Joseph. Les plus grandes tragédies commencent de souvent quand un homme croit que son travail vaut plus que ceux qui l'attendent à la maison. Pour la première fois, il eut peur. Non pas pour son entreprise, mais pour tout ce qui risquait de disparaître avec elle. Alors que les agents quittèrent les bureaux, Sarah se précipita vers Idrissa. Elle tenait un dossier serré contre elle, sa voix tremblait. « Monsieur Ndiaye, je crois avoir compris une partie de ce qui se passe, mais si j'ai raison, cela signifie que quelqu'un ici même prépare votre chute depuis des années. » Idrissa la fixa. Avant qu'il ne puisse répondre, la porte de son bureau s'ouvrit une nouvelle fois. Moussa entra, calme, souriant. Il regarda Idrissa droit dans les yeux, puis déclara d'une voix posée. « Le conseil d'administration souhaite te voir immédiatement. » Et sans le savoir, Idrissa marchait vers la réunion la plus importante et la plus dangereuse de toute sa vie. Parfait. À partir d'ici, le roman change définitivement de ton. Le chapitre 3 sera le meilleur du livre. Il sera plus cinématographique, avec des dialogues plus réalistes et des scènes plus longues. Je vais également commencer à planter les graines qui feront qu'à la fin, le lecteur pardonnera. Les plus grandes batailles ne se déroulent pas toujours sur un champ de guerre. Parfois, elles se jouent autour d'une table en bois, avec des costumes, des sourires et des poignées de main. Ce matin-là, Idrissa allait découvrir qu'un homme pouvait perdre toute une vie sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré. Salle du conseil. La salle semblait plus froide que d'habitude. Les 12 administrateurs étaient déjà installés. Personne ne discutait, personne ne regardait son voisin. Devant chaque siège, un dossier bleu. Au centre de la table, une simple feuille, ordre du jour, réunion extraordinaire. Idrissa entra. Il sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Habituellement, quelqu'un faisait une plaisanterie. On échangeait quelques mots. On parlait des marchés. Aujourd'hui, rien. Même les tasses de café semblaient avoir cessé de fumer. Moussa prit la parole. « Merci à tous d'être venus si rapidement. Comme vous le savez, l'intervention des autorités ce matin a créé une situation exceptionnelle. Nous devons protéger l'entreprise et protéger nos investisseurs. » Idrissa fronça les sourcils. « Je suis ici. Pourquoi parles-tu comme si je ne faisais plus partie de cette entreprise ?» Moussa le regarda avec une tristesse presque convaincante. « Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus seulement toi qui es concerné, c'est 600 salariés, leurs familles, leur crédit, leur avenir. » Quelques administrateurs acquiescèrent discrètement. Un manipulateur intelligent ne se présente jamais comme un ennemi. Il se présente comme celui qui protège les autres. Sarah. Sarah ouvrit son ordinateur. Elle observait Moussa. Quelque chose dans son attitude avait changé. Il semblait trop préparé, comme si cette réunion avait été répétée. Elle glissa discrètement un message à Idrissa. Ne signez rien, n'acceptez rien, gagnez du temps.
Idrissa lut le message, sans réagir. Moussa. Avant toute chose, je tiens à dire publiquement que je crois en l'innocence d'Idrissa. Un murmure parcourut la salle. Mais, dans l'intérêt de l'entreprise, je propose qu'il se mette temporairement en retrait, le temps que l'enquête suive son cours. Le silence fut immédiat. Idrissa sentit son cœur accélérer. « Tu me demandes de quitter mon propre siège ?»« Temporairement, c'est mon entreprise. C'est aussi celle des actionnaires. » Les deux hommes se regardaient. 20 ans d'amitié, des milliers de souvenirs, des sacrifices, des victoires. Tout semblait suspendu dans ce face-à-face. Flashback. Le narrateur intervient. Dakar. 15 ans plus tôt, deux jeunes hommes sortaient de l'université Cheikh Anta Diop. Ils n'avaient presque rien. Une vieille voiture, 2 ordinateurs d'occasion, des rêves immenses. Un jour, on ouvrira notre entreprise à New York, dit Idrissa. Moussa éclata de rire. Tu rêves trop grand. C'est pour ça que j'ai besoin de toi, pour me rappeler où sont les limites. Moussa répondit en souriant. Alors promets-moi une chose, laquelle, si un jour l'un de nous tombe, l'autre le relèvera. Les deux hommes se serrèrent la main. Retour au présent. Moussa baissa lentement les yeux, comme si ce souvenir lui revenait lui aussi. « Je n'ai pas oublié », murmura-t-il presque imperceptiblement. Idrissa ne l'entendit pas. Le vote. Le président du conseil prit la parole. Nous allons voter. Proposition. Suspension temporaire de M. Idrissa Ndiaye de ses fonctions exécutives. Une main se leva, puis une deuxième, puis une troisième. Sarah regardait chaque administrateur. Elle comprenait soudain. Depuis plusieurs semaines, Moussa leur parlait déjà. Il préparait ce moment. Les votes continuaient. 8, 9, 10. La décision était prise. Le président baissa lentement les yeux. La suspension est adoptée, avec effet immédiat. Le silence envahit la salle. Idrissa resta immobile. Il ne cria pas. Il ne protesta pas. Il regarda simplement la plaque gravée devant lui. Idrissa Ndiaye, président directeur général. Il retira lentement la plaque, la posa sur la table, puis se leva. Prenez soin de cette entreprise. Je lui ai consacré 20 ans de ma vie. Personne ne répondit, même Moussa. Il existe des défaites qui font du bruit, et d'autres qui se déroulent dans un silence si profond qu'il devient impossible de respirer. Couloir. Sarah rattrapa Idrissa, les yeux brillants. « Je suis désolé. » Il lui adressa un faible sourire. « Vous n'avez rien fait. »« Si, je n'ai pas compris assez vite. » Il posa doucement une main sur son épaule. « Continuez. Ne laissez personne vous faire taire. » Sarah sentit les larmes monter. « Je vous le promets. » Idrissa quitta la tour par l'entrée principale. Pour la première fois depuis 20 ans, sans badge, sans assistant, sans chauffeur. David attendait pourtant près de la voiture. « Monsieur, où allons-nous » Idrissa regarda la ville, longuement, puis répondit d'une voix presque éteinte. « Je ne sais plus où est ma place. » David ne posa plus aucune question. Il sortit simplement de la voiture, fit le tour, et ouvrit la portière arrière, comme il l'avait toujours fait. Idrissa le regarda. « Pourquoi es-tu encore là ?» David sourit. « Parce que ce n'est pas votre poste qui m'a donné envie de travailler pour vous. C'est l'homme que vous étiez, et j'espère qu'il est toujours là. » Pour la première fois depuis le début de cette épreuve, Idrissa sentit ses yeux se remplir de larmes. Au même instant, dans le parking souterrain de la tour, Moussa ouvrit le coffre de sa voiture. À l'intérieur se trouvait une petite boîte en bois. Il l'ouvrit. Elle contenait un vieux bracelet tressé.
celui qu'Idrissa lui avait offert le jour où ils avaient créé leur entreprise. Moussa le prit dans sa main, le regarda longtemps, puis murmura, la voix brisée. « Pardonne-moi, mais cette fois, c'est toi ou moi. » Il referma la boîte, essuya discrètement une larme et démarra. Le lecteur comprenait alors une chose essentielle. Moussa n'agissait pas uniquement par cupidité. Il était prisonnier d'une obsession vieille de 20 ans, une sensation de vide. La chute ne commence pas lorsque l'on perd son bureau, elle commence le jour où l'on comprend que certains ne vous saluaient pas. Ils saluaient votre pouvoir. Et lorsque ce pouvoir disparaît, leurs regards disparaissent avec lui. Hall, Dundee Capital. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Idrissa descendit lentement, sans escorte, sans secrétaire, sans attaché-case. Il portait seulement un petit carton brun. À l'intérieur, quelques livres, une photo de Dakar, un stylo offert par son père le jour où il avait obtenu son diplôme, et la plaque gravée à son nom. Idrissa Ndiaye, président-directeur général. Les employés continuaient de travailler. Certains levaient brièvement les yeux, puis replongeaient aussitôt dans leurs écrans. D'autres faisaient semblant de ne pas le voir. Une jeune stagiaire s'approcha timidement. « Monsieur Ndiaye, je voulais simplement vous remercier. » Il sourit. « Pourquoi ? Le premier jour, j'avais renversé du café sur votre costume. Tout le monde pensait que vous alliez me renvoyer. Vous m'aviez dit, les erreurs coûtent moins cher que la peur d'en faire. Je ne l'ai jamais oublié. » Idrissa sentit sa gorge se serrer. « Comment vous appelez-vous ? » ?»« Sophia. »« Alors promets-moi une chose, Sophia. Ne laisse jamais personne te convaincre que la gentillesse est une faiblesse. » Elle hocha la tête, les yeux brillants. Au loin, 2 cadres observaient la scène. L'un murmura à l'autre, « C'est triste. » L'autre répondit froidement, « Les affaires ne connaissent pas les sentiments. » Idrissa entendit la phrase. Il ne se retourna pas. Pendant 20 ans, il avait cru bâtir une famille. Il découvrait qu'il avait surtout construit une organisation. Le parking. David attendait près de la voiture, comme chaque jour. « Je peux vous déposer où, monsieur ?» Idrissa regarda le siège arrière, puis secoua la tête. « Aujourd'hui, je vais conduire. » David hésita. « Vous êtes certain ? » ?»« Oui. J'ai besoin de sentir que je tiens encore quelque chose entre mes mains. » David lui tendit les clés, sans discuter. Avant qu'Idrissa ne monte, David l'interpella. « Monsieur ? » ?»« Oui. » ?»« Vous m'avez engagé parce que vous disiez qu'un chauffeur devait savoir écouter. Aujourd'hui, c'est à mon tour de vous dire quelque chose. » Idrissa attendit. « Vous n'avez pas perdu votre valeur. Vous avez perdu votre fonction. Ce n'est pas la même chose. » Idrissa resta silencieux. Puis il lui serra simplement la main. Pour la première fois. Le café. Grâce essuyait les vitres. Le service du midi venait de commencer. Joseph s'approcha. « Regarde. » Une vieille dame entrait difficilement avec une canne. Avant même qu'elle ne demande quoi que ce soit, Grâce lui apporta une chaise, retira doucement son manteau, puis alla lui préparer son chocolat chaud préféré. Joseph sourit. « Tu fais toujours ça ? » ?»« Quoi ? » ?»« Voir les gens avant qu'ils demandent de l'aide. » Grâce répondit naturellement. « Peut-être parce que j'aurais aimé qu'on le fasse pour mes parents. » Joseph baissa les yeux. Il connaissait cette histoire. Il n'ajouta rien. Pentus Ndiaye. Aïssatou entra. Le salon était vide. Sur la table basse reposait le cadre photo qu'Idrissa avait laissé la veille. Elle le prit. Longtemps. Elle contempla leurs visages jeunes, insouciants, puis aperçut les billets d'avion. Toujours là. Elle les ouvrit, les relut. Dakar, 1 semaine, départ vendredi. Elle s'effondra sur le canapé. Les larmes coulèrent sans bruit. Pour la première fois,
Elle réalisa qu'Idrissa avait réellement essayé. Peut-être trop tard, mais sincèrement. Sarah. Sarah n'avait toujours pas quitté son bureau. Elle appelait un ancien professeur de droit numérique. Professeur Levy, j'aurais besoin de votre avis. Sur quoi? Quelqu'un reproduit des signatures. Parfaitement. Un long silence. Puis la voix du professeur devint grave. Alors vous ne cherchez plus un escroc. Vous cherchez quelqu'un qui a préparé cela pendant des années. Sarah ferma les yeux. Cette phrase confirmait sa pire crainte. Le soir, Idrissa gara lui-même sa voiture devant son immeuble. Cela faisait plus de 10 ans qu'il ne s'était pas garé seul. Il coupa le moteur, mais ne descendit pas. Il resta immobile, les mains sur le volant, à regarder les gouttes de pluie glisser sur le pare-brise. Son téléphone vibra. Un message d'une banque. Suite aux événements de ce jour, votre ligne de crédit professionnel est suspendue jusqu'à nouvel ordre. Il posa lentement le téléphone sur le siège passager, puis éclata de rire, un rire bref, amer, presque irréel. Il murmura pour lui-même « C'est donc comme ça que tout commence ». Au même instant, dans un restaurant discret de Brooklyn, Moussa retrouva un homme en costume sombre. L'homme posa une enveloppe sur la table. « Le procureur commence à poser des questions auxquelles je ne peux plus répondre à votre place. » Moussa ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, une seule feuille. En haut, un titre. Demande officielle de comparution d'Idrissa Ndiaye. Moussa resta figé, puis demanda d'une voix presque inaudible. « Combien de temps nous reste-t-il » L'homme répondit sans émotion. « Beaucoup moins que vous ne le pensez. » La pluie tombait toujours sur New York. Mais désormais, elle n'annonçait plus une tempête, elle annonçait un effondrement. Le ciel est couvert. Le vent souffle entre les immeubles. Les premières feuilles d'automne roulent sur les trottoirs. Il y a une différence entre perdre son travail et perdre la confiance des autres. Le travail peut revenir. La confiance, elle, revient rarement intacte. Et lorsque les premiers masques tombent, on découvre parfois que ceux qui nous entouraient étaient déjà partis depuis longtemps. 9h15, appartement des Ndiaye. Idrissa descendit de l'étage. Il portait une chemise simple, pas de costume, pas de cravate. Aïssatou leva instinctivement les yeux. Mais cela faisait plus de 15 ans qu'elle ne l'avait pas vu partir ainsi. « Tu ne vas pas au bureau ?» demanda-t-elle. Il força un sourire. « Je n'ai plus de bureau. » Le silence tomba. Aïssatou sentit une douleur traverser sa poitrine. Elle voulut répondre, trouver les mots. Mais aucun ne venait. « Je vais passer voir ma mère », dit simplement Idrissa. « Ça fait longtemps. » Elle hocha doucement la tête. « Tu veux que je vienne ?» Il la regarda quelques secondes, puis répondit avec douceur. « Non. Aujourd'hui, j'ai besoin d'être son fils, pas le dirigeant, pas le mari, juste son fils. » Il prit son manteau, puis sortit. La porte se referma lentement. Aïssatou resta seule, les yeux perdus dans le vide. Certaines phrases sont plus douloureuses qu'un reproche, parce qu'elles sont prononcées sans colère. Chez Aminata Ndiaye. La petite maison de Queens n'avait rien de luxueux, quelques fleurs devant la porte. Une vieille balançoire. L'odeur du thiéboudienne flottait déjà dans l'air. Aminata ouvrit avant même qu'il ne sonne. « Tu as maigri ?» Idrissa éclata doucement de rire. « Bonjour maman. »« Entre, tu m'expliqueras après. » Comme toujours, elle avait compris avant lui. Ils s'assirent dans la cuisine. Elle posa un bol de café tout bas devant lui. « Bois. Tu réfléchiras après. » Ils restèrent silencieux plusieurs minutes. Puis, Idrissa parla enfin. « Ils m'ont suspendu. » Aminata continua calmement à remuer son café. « Je sais. » Il leva les yeux. « Tu savais? Les nouvelles vont plus vite que les enfants. » Il baissa la tête. « J'ai échoué. » Sa mère posa immédiatement sa cuillère. « Non. » Il releva les yeux.
Tu es tombé. Ce n'est pas pareil. Le silence s'installa. Tu connais le baobab? Demanda-t-elle. Il sourit. Bien sûr. Quand la tempête arrive, les petites branches cassent. Le baobab, lui, plie, puis il se redresse. Elle posa doucement sa main sur celle de son fils. Décide aujourd'hui quel arbre tu veux être. Les yeux d'Idrissa s'embuèrent. Depuis la mort de son père, personne ne lui avait parlé ainsi. Appartement de grâce. Patrick préparait le déjeuner. Naomi était déjà installée à table. Grace arriva avec un sac de courses. Patrick leva un sachet de farine. Devine, tu vas encore essayer ton pain maison? Cette fois, je vais réussir. Naomi éclata de rire. Tu dis ça chaque semaine. Patrick prit un air offensé. Les grands artistes sont incompris. Grace riait, un rire sincère, libre. Patrick l'observa discrètement, puis glissa une petite boîte dans sa poche. Sans que personne ne la voie. Certains hommes passent des mois à choisir une bague, parce qu'ils espèrent une réponse qui changera leur vie. NDI Capital. Sarah entra discrètement dans les archives. Elle ressortit un vieux registre papier, le tout premier, celui de la création de l'entreprise. Elle tourna les pages lentement, puis s'arrêta, une signature, celle de Moussa. À côté, une annotation manuscrite d'Idrissa. Sans lui, cette entreprise n'aurait jamais vu le jour. Sarah referma lentement le registre. Pourquoi, souffla-t-elle, pourquoi faire tout ça? Elle comprenait désormais que cette histoire dépassait largement une simple fraude. Il y avait quelque chose de personnel, très personnel. Brooklyn. Moussa regardait la rivière depuis un quai désert. Aïssatou le rejoignit. « Tu voulais me voir ?»« Oui. » Il resta silencieux quelques secondes. « Tu hésites. » Elle ne répondit pas. « Tu l'aimes encore. » Cette fois, elle ne put plus mentir. Des larmes apparurent. « Je ne sais plus ce que je ressens. » Moussa serra les mâchoires. « Moi je le sais. Je t'aime. Depuis Dakar. Depuis le premier jour. Je t'ai regardé devenir sa femme. J'ai applaudi à votre mariage. J'ai signé les papiers de son entreprise. Je l'ai aidé à devenir l'homme qu'il est, pendant que moi, je disparaissais. » Aïssatou resta figée. « Pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit ?» Il sourit tristement. « Parce que c'était mon meilleur ami. » Le vent souffla plus fort. Pour la première fois, le lecteur comprenait que la jalousie de Moussa n'était pas née de l'argent. L'argent était devenu son moyen de se venger. Le soir, Idrissa rentrait de chez sa mère. Il gara sa voiture. En entrant dans le hall de son immeuble, le gardien lui tendit une enveloppe. « On l'a déposée pour vous, pas de nom. » Idrissa monta chez lui, ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, une seule photographie, en noir et blanc, vieille, très vieille. 2 jeunes hommes devant l'université Cheikh Anta Diop, lui et Moussa. Au dos, une phrase écrite à la main. « Les plus grandes trahisons ne viennent jamais des inconnus. » Idrissa sentit un frisson parcourir son corps. Il relut la phrase, encore, puis regarda longuement le visage souriant de son ami sur la photo. Impossible, pas Moussa, pas lui. Au même moment, Patrick ouvrit discrètement la petite boîte cachée dans sa veste. À l'intérieur brillait une bague de fiançailles. Il sourit, puis murmura. « Samedi, je lui demanderai de devenir ma femme. » Au même instant, dans un autre quartier de New York, Idrissa observait encore la photographie de Moussa. 2 hommes, 2 amis, 2 frères. Il ignorait que quelques jours plus tard, l'un d'eux perdrait tout et que l'autre perdrait son âme. Il y a des couples qui se disputent. Ils crient, ils claquent les portes, ils se blessent avec des mots. Puis, il y a ceux qui cessent simplement de se parler. Ils continuent à vivre sous le même toit,
à partager la même table, le même lit, mais leurs cœurs ont déjà déménagé. 19h10, Penthouse NDI. Le salon était plongé dans une lumière tamisée. Idrissa préparait le dîner. Il n'était pas un grand cuisinier. Le riz était un peu trop cuit, le poisson un peu trop grillé, mais il s'appliquait. Chaque geste comptait, chaque détail, comme si un repas pouvait réparer des années d'absence. La porte d'entrée s'ouvrit. Aïssatou entra, fatiguée, le visage fermé. Elle s'arrêta net. « Tu cuisines ?» demanda-t-elle, surprise. Idrissa sourit timidement. « Je tente. Tu me diras si c'est mangeable ?» Elle observa la table. 2 assiettes, 2 verres, des bougies. Encore. Son cœur se serra. « Tu n'étais pas obligé. » Il leva les yeux. « Si, je crois que je l'étais, depuis longtemps. » Le silence s'installa. Ils s'assirent. Le repas commença. Personne ne parlait. On entendait seulement les couverts, la pluie, le tic-tac de l'horloge. Puis Idrissa rompit enfin le silence. « Est-ce que tu es heureuse ?» Aïssatou cessa de manger. « Pourquoi cette question ?»« Parce que je ne sais plus. Je ne sais plus qui tu es devenu. Et je ne sais plus qui je suis devenu. » Elle baissa lentement les yeux. « Tu veux vraiment la vérité ?» Oui, elle inspira profondément. Pendant des années, je me suis réveillé seul. Je dînais seul. Je partais seul. Je revenais seul. Je regardais des films seul. Je fêtais mon anniversaire seul. Je pleurais seul. Et chaque fois que je te disais que tu me manquais, tu répondais « Encore une semaine, encore un projet, encore un voyage. » Sa voix se brisa. Un jour, j'ai arrêté de t'attendre. Idrissa resta immobile. Chaque mot était une lame, non parce qu'il était injustement accusé, mais parce qu'il savait qu'elle disait vrai. Il murmura « Pourquoi tu ne m'as jamais dit que c'était aussi grave ?» Elle éclata d'un rire triste. « Idrissa, je te l'ai dit, des dizaines de fois. Tu entendais, mais tu n'écoutais plus. » Le silence retomba. Parfois, la personne qui nous quitte nous avait prévenus pendant des années. Nous étions simplement trop occupés pour comprendre. Chez Aminata. Au même moment, Aminata repliait le pull que son fils avait oublié. Elle sourit, puis leva les yeux vers une vieille photographie. Son mari, décédé depuis plusieurs années. « Tu vois notre fils ?» murmura-t-elle. « Il ressemble de plus en plus à toi. Il croit qu'il peut tout porter tout seul. » Elle soupira. « Aide-le, là où tu es. » Appartement de grâce. Patrick terminait le dessert. Une tarte aux pommes. Naomi goûta une cuillère. C'est meilleur que la semaine dernière. Patrick leva les bras. Enfin un compliment. Grace riait. Elle regardait Patrick avec une tendresse nouvelle. Pas encore de l'amour, mais de la reconnaissance. Patrick aperçut ce regard. Son cœur battit plus vite. Il glissa discrètement la main dans sa poche. La petite boîte était toujours là. Il sourit. Bientôt, pensa-t-il. Ndiaye Capital. Sarah travaillait seule. Encore. Elle reconstituait la chronologie des contrats, les dates, les signatures, les déplacements. Puis, elle remarqua quelque chose. Tous les documents litigieux avaient été validés les jours où Idrissa était absent du siège. En déplacement, en conférence ou en voyage. Elle ferma les yeux. Il connaissait son agenda, avant même lui. Une seule personne pouvait avoir cet accès. Elle nota un nom, puis hésita. Elle referma immédiatement son carnet. Non, pas sans preuve. Retour au Penthouse. Le dîner touchait à sa fin. Les 2 assiettes étaient presque intactes. Idrissa regarda Aïssatou. Si on recommençait? Elle releva les yeux. Recommencer quoi? Nous. Une larme roula sur sa joue. Tu crois vraiment qu'on peut effacer 15 ans avec un dîner?
Il secoua lentement la tête. Non. Mais on peut peut-être commencer par un repas. Aïssatou sentit son cœur vaciller. Pendant quelques secondes, elle oublia Moussa, elle oublia le plan. Elle oublia l'argent. Elle revit le jeune étudiant de Dakar, celui qui lui faisait traverser la ville à pied, juste pour partager un sandwich. Son téléphone vibra. Elle ne regarda même pas l'écran. Elle le coupa, pour la première fois. Idrissa remarqua le geste. Un mince espoir renaquit. Le destin offre parfois une dernière chance. Le problème, c'est qu'on ne sait jamais qu'il s'agit de la dernière. Dans son appartement, Moussa attendait, le téléphone à la main. Il regardait l'heure. 19h52, 20 hours 14, 20h37. Toujours aucun message. Il appela, messagerie. Il recommença. Encore, rien. Son visage se ferma. Pour la première fois, la peur changeait de camp. Il murmura, « Ne me fais pas ça. Pas maintenant. » À 22h43, alors qu'Idrissa débarrassait la table, la sonnette retentit. Il alla ouvrir. Personne. Seulement une grande enveloppe Kraft, sans timbre, sans expéditeur. Il la ramassa, la referma derrière lui. Aïssatou pâlit, comme si elle savait déjà ce qu'elle contenait. Idrissa ouvrit lentement l'enveloppe. À l'intérieur, une clé USB et une feuille blanche, sur laquelle était simplement écrit « Si vous voulez connaître la vérité sur votre épouse, regardez cette vidéo. » Idrissa resta figé. Aïssatou sentit le sang quitter son visage. La pluie recommença à tomber et, pour la première fois, le mensonge n'avait jamais été aussi près d'être découvert. Le mensonge possède un étrange pouvoir. Il détruit celui qui le raconte. Mais la vérité, elle détruit parfois celui qui la découvre. C'est pourquoi beaucoup d'hommes préfèrent vivre avec un doute plutôt qu'avec une certitude. Pantous Ndiaye. L'enveloppe reposait toujours sur la table. La clé USB semblait peser une tonne. Idrissa la regardait, sans la toucher. Aïssatou n'osait plus respirer. Elle connaissait déjà la question. Elle savait qu'elle finirait par arriver. « Tu sais ce que c'est ?» demanda finalement Idrissa. Elle secoua lentement la tête. « Non. » Il observa son visage, longuement, puis prit la clé USB. La fit tourner entre ses doigts. « Quelqu'un essaie de me convaincre que tu me mens. » Le silence tomba. Aïssatou sentit ses jambes trembler. « Tu vas la regarder ?» demanda-t-elle. Idrissa resta silencieux. Puis, contre toute attente, il posa la clé USB dans un tiroir. Il referma doucement. « Non. » Elle leva brusquement les yeux. « Pourquoi ?» Il répondit calmement. « Parce que si notre mariage doit mourir, je refuse qu'il soit enterré par un inconnu. » Aïssatou sentit les larmes lui monter aux yeux. « Idrissa, si tu as quelque chose à me dire, je préfère l'entendre de toi. » Elle ouvrit la bouche. Les mots étaient là, tout près. Elle pouvait encore arrêter la catastrophe. Elle pouvait encore tout avouer. Son téléphone vibra, une seule vibration. Elle ne le regarda pas, mais son visage changea imperceptiblement. Idrissa remarqua ce changement, pour la première fois, vraiment. Il existe un instant très particulier, une fraction de seconde, où la confiance commence à se fissurer, pas parce qu'on possède une preuve, mais parce que notre cœur remarque enfin ce que nos yeux refusaient de voir. Le café. Le lendemain matin, le service venait de commencer. Patrick arriva avec un grand sourire. « Bonne nouvelle. » Grace leva les yeux. « Tu as enfin réussi ton pain. » Patrick éclata de rire. « Mieux que ça. J'ai signé le contrat du projet de Brooklyn. » Grace applaudit. « Je suis tellement fier de toi. » Patrick s'approcha. « Alors, on fête ça samedi. » Elle sourit. « Avec plaisir. »
Joseph observait la scène en essuyant une tasse, puis murmura doucement. Les plus beaux bonheurs sont souvent les plus fragiles. Personne ne l'entendit. Chez Aminata. Idrissa revint voir sa mère, sans prévenir. Elle comprit immédiatement. « Tu n'es pas venu boire du café ?» Il s'assit, sans retirer son manteau. « Maman, comment sait-on qu'on peut encore sauver un mariage ?» Elle le regarda longtemps, très longtemps, puis demanda doucement. « Tu veux sauver ton mariage ou sauver l'image que tu avais de ton mariage ?» Il resta silencieux. Elle poursuivit. « Ce n'est pas la même chose. Les mères ne répondent pas toujours aux questions. Elles répondent, souvent, à celles que nous n'osons pas poser. » Ndiaye, capitale. Sarah relisait encore les journaux d'accès informatique. Puis quelque chose attira son attention. Un badge, utilisé 2 fois, au même moment, dans 2 endroits différents. Impossible. Elle imprima immédiatement les relevés, les compara encore, puis murmura « Quelqu'un clone les accès ». Elle comprenait enfin comment certaines personnes entraient dans les bureaux sans laisser de traces. Appartement de Patrick. Patrick ouvrit discrètement un tiroir. La petite boîte contenant la bague était toujours là. Il l'ouvrit, sourit, puis prit son téléphone. « Bonjour, Madame Mukendi, c'est Patrick. » La voix de la tante de grâce répondit. « Patrick, comment vas-tu ? » ?»« Très bien, j'aurais besoin de votre bénédiction. J'aimerais demander grâce en mariage. » Un long silence, puis un rire chaleureux. « Tu fais les choses comme il faut. Viens dîner dimanche. » « Parlons-en. » Patrick raccrocha. Le cœur battant, il ne remarqua pas que, de l'autre côté de la rue, une voiture noire était stationnée. Quelqu'un l'observait. Penthouse. Le soir, Idrissa ouvrit le tiroir. La clé USB était toujours là. Il la prit, la contempla, puis la reposa. Il murmura « Donne-moi une raison de ne jamais la regarder. » Au même instant, dans la chambre, Aïssatou entendit ces mots. Elle s'effondra silencieusement contre la porte, les mains sur la bouche, pour étouffer ses sanglots. Elle comprenait une chose terrible. Le véritable homme qu'elle avait aimé revenait enfin, mais il revenait au moment où elle était déjà en train de le perdre. À 23h58, le téléphone d'Idrissa vibra, numéro inconnu. Il décrocha. Une voix déformée prononça lentement « Monsieur Ndiaye, demain à 18h, allez au Pierre 17, venez seul. Si vous voulez comprendre qui détruit votre vie, n'apportez pas la police. » La ligne fut coupée. Idrissa regarda le téléphone, puis le tiroir, puis la pluie qui frappait les vitres. Il ne savait pas encore que le lendemain, il allait enfin commencer à découvrir que la plus grande trahison de sa vie ne venait pas de ses ennemis, mais de ceux qu'il appelait sa famille. Il y a des rendez-vous que l'on attend, et d'autres que l'on redoute. Parce qu'au fond de soi, on sait déjà qu'après eux, on ne regardera plus jamais le monde de la même façon. 17h42. Idrissa gara sa voiture à quelques rues du Pierre 17. Il avait hésité toute la journée, venir, ne pas venir, appeler la police, ignorer l'appel. Finalement, sa curiosité avait gagné, ou peut-être son désespoir. Il descendit. Le quai était presque désert. Quelques touristes prenaient des photos du Brooklyn Bridge. Un musicien jouait du saxophone. Une vieille femme nourrissait des mouettes. Tout semblait normal, trop normal. Il consulta sa montre. 17h58. Puis une voix s'éleva derrière lui. « Vous êtes ponctuel ?» Idrissa se retourna. Devant lui se tenait un homme d'une 60aine d'années. Manteau gris, casquette noire. Aucune expression sur le visage. « C'est vous qui m'avez appelé ?» L'homme ne répondit pas immédiatement. Il tendit simplement une enveloppe. « Prenez-la.
Qui êtes-vous? Quelqu'un qui vous doit une vérité. Idrissa prit l'enveloppe. Elle était légère. Pourquoi moi? Le vieil homme eut un sourire triste. Parce qu'il y a 20 ans, vous m'avez sauvé la vie. Idrissa resta interdit. Je ne vous connais pas. C'est normal. Vous avez oublié. Moi pas. Avant qu'Idrissa ne puisse ajouter un mot, le vieil homme s'éloigna d'un pas calme, sans jamais se retourner. « Attendez !» Idrissa courut, mais lorsqu'il arriva au coin de la rue, l'homme avait disparu, comme avalé par Manhattan. Certaines personnes entrent dans notre vie quelques minutes, et pourtant, elles changent tout. L'enveloppe. Idrissa retourna jusqu'à sa voiture. Il resta plusieurs minutes sans l'ouvrir. Puis, il déchira lentement le papier. À l'intérieur, une seule feuille, pas de lettres, pas d'explication, seulement un tableau. 2018. Voyage à Londres. Signature, 14h22. Agenda d'Idrissa. Conférence publique à Londres à 14h22. 2019. Voyage à Singapour. Signature, 9h10. Agenda, vol entre Tokyo et Singapour. 2021. Voyage à Dakar. Signature, 17h40. Agenda, discours devant la chambre de commerce. Idrissa sentit son cœur ralentir. Chaque ligne démontrait une seule chose. Quelqu'un avait signé à sa place, depuis des années, en bas de la feuille. Une phrase. Vous cherchez le faussaire. Vous devriez d'abord chercher celui qui savait toujours où vous étiez. Il relut cette phrase 5 fois, puis ferma les yeux. Une seule personne connaissait chacun de ses déplacements. Son assistante, son épouse, Moussa, l'équipe de direction, son esprit refusait d'aller plus loin. Café, The Green Bean. Grace terminait son service. Patrick arriva avec 2 glaces. Je me suis dit qu'on pouvait dîner plus tard. En attendant, dessert. Grace éclata de rire. Tu inverses complètement les repas. Les règles sont faites pour être discutées. Ils s'assirent devant le café. Joseph les observait discrètement. « Tu vois ce garçon ?» dit-il doucement à Grace. « Oui. Chaque fois qu'il te regarde, on dirait qu'il remercie la vie. Ne fais jamais attendre trop longtemps quelqu'un qui aime avec autant de simplicité. » Grace resta silencieuse. Ses yeux se posèrent sur Patrick. Il riait avec 2 enfants qui venaient de renverser leur glace. Il leur donna la sienne, sans hésiter. Elle sourit. Peut-être, pour la première fois, voyait-elle Patrick autrement. Penthouse. Aïssatou regardait son téléphone. Toujours aucun message d'Idrissa. Cela l'inquiétait davantage que ses appels. Le silence d'Idrissa lui faisait peur, parce qu'il était nouveau. Elle composa son numéro, messagerie. Elle recommença. Encore, puis s'assit lentement. Une pensée terrible traversa son esprit. Et s'il savait? Sarah. Sarah venait enfin de mettre un nom sur une société écran. Blue Cedar Holdings. En cherchant plus loin, elle découvrit que cette société n'avait aucun salarié, aucun bureau réel, seulement une boîte postale et un cabinet fiduciaire. Elle souffla. Ce n'est qu'une coquille vide. Quelqu'un s'en servait. Mais qui? Et surtout, pourquoi? La nuit était tombée. Idrissa rentra chez lui, l'enveloppe toujours dans la poche de sa veste. Il entra discrètement. Le salon était vide. En passant devant la chambre, il entendit la voix d'Aïssatou. Elle parlait au téléphone, très doucement. Non, pas ce soir. Il est rentré. Idrissa s'immobilisa. Son cœur s'accéléra. Il ne voulait pas écouter. Pourtant, ses jambes refusèrent d'avancer. « Je te rappellerai demain. Promis. » La conversation s'interrompit. Le silence revint.
Idrissa recula lentement, sans bruit. Il n'avait rien entendu de compromettant. Rien. Et pourtant, quelque chose venait de se briser. Pour la première fois, il ne faisait plus totalement confiance. Dans la nuit, Aïssatou s'endormit difficilement. Idrissa, lui, ne dormit presque pas. Vers 3 heures du matin, il se leva, traversa le salon, ouvrit lentement le tiroir. La clé USB était toujours là. Il la prit dans sa main. Longtemps, très longtemps. Puis, il se dirigea vers son ordinateur. L'écran s'alluma. Il inséra la clé. La barre de chargement apparut. 0%, 7%, 19%. L'image commença à apparaître. Et au moment où un premier visage devenait visible, l'écran devint noir. Il existe une seconde, juste avant que la vérité n'apparaisse. Une seconde où l'on peut encore refermer un ordinateur, détruire une enveloppe, faire semblant de n'avoir rien vu. Après cette seconde, il est déjà trop tard. Le bureau. Idrissa était seul. Le salon était plongé dans l'obscurité. Seule la lumière de son écran éclairait son visage. Il inséra la clé USB. Un dossier apparut. VID-0-147.MP4. Aucune date, aucun nom, seulement cette vidéo. Sa main resta immobile sur la souris, puis il cliqua. L'image apparaît. Une caméra de surveillance, noir et blanc, date 3 semaines plus tôt. Lieu, le parking souterrain d'un hôtel de Manhattan. La qualité est moyenne. On distingue une silhouette masculine, puis une femme arrive. Capuche, lunettes de soleil. Elle regarde autour d'elle, retire sa capuche. Le cœur d'Idrissa s'arrête. Aïssatou, elle attend. Quelques secondes. Puis une deuxième silhouette entre dans le champ. L'image est floue, on ne voit pas son visage, seulement son dos, sa taille, sa démarche. Il prend doucement Aïssatou dans ses bras. Elle ne résiste pas. Au contraire, elle enfouit son visage contre son épaule. La vidéo dure à peine 27 secondes. Puis elle s'arrête. Aucun baiser, aucun mot, aucun visage identifiable, seulement cette étreinte. Parfois, une seule étreinte détruit davantage qu'un millier de mensonges. Parce qu'elle raconte tout, sans prononcer un seul mot. Idrissa resta immobile, le regard figé. Il relança la vidéo, encore, puis une troisième fois. Chaque fois, il espérait remarquer un détail qui prouverait qu'il se trompait, que cette femme n'était pas Aïssatou, que cet homme n'était qu'un ami, qu'il existait une explication. Mais son cœur, lui, avait déjà compris. Il referma brutalement son ordinateur, puis se leva. Il traversa le salon, revint, rouvrit l'écran, regarda encore. « Non », murmura-t-il, « non, le déni est une dernière tentative de l'amour. Il supplie la réalité de devenir un mensonge. » La chambre. Aïssatou dormait, ou faisait semblant. Idrissa entra, s'assit au bord du lit. Il la regarda longtemps, très longtemps. Il revoyait leur mariage, leurs études, leur premier appartement, leur projet d'enfant, leurs promesses. Une larme glissa sur sa joue. Il l'essuya aussitôt. Il ne voulait pas pleurer devant elle. Même endormi, il se leva, sortit, referma doucement la porte. Aïssatou ouvrit alors les yeux. Elle avait senti sa présence. Elle avait senti son regard, et sans savoir pourquoi, elle commença elle aussi à pleurer. Le lendemain, Grâce ouvrait le café. Joseph préparait les tables de la terrasse. Il regarda le ciel. Aujourd'hui, quelqu'un va prendre une décision qui changera sa vie. Grâce sourit. Vous dites souvent des choses mystérieuses. Joseph éclata doucement de rire. À mon âge, on apprend surtout à reconnaître les jours importants. Patrick. Patrick arriva plus tôt que d'habitude, très élégant.
chemise blanche, veste bleu marine. Il semblait particulièrement nerveux. Grace remarqua immédiatement. « Tu as un entretien ?» Il sourit. « Pas exactement. » Il toucha discrètement la poche intérieure de sa veste. La bague était toujours là. « Tu travailles demain soir ?»« Non. Pourquoi ?» Patrick prit une profonde inspiration. « Parce que j'aimerais t'emmener quelque part. » Grace sourit. « D'accord. » Elle ignorait que Patrick venait de choisir le lieu où il comptait lui demander sa main. Penthouse. Idrissa était déjà parti, sans réveiller Aïssatou. Il avait laissé un mot. « Nous parlerons ce soir. » Seulement cette phrase. Aucune colère, aucun reproche. Aïssatou relut le mot. Encore. Encore. Puis son téléphone vibra. Moussa. Elle ne répondit pas. 1 minute plus tard, le téléphone sonna de nouveau, puis une 3e fois. Elle finit par décrocher. « Qu'est-ce qu'il y a ?» La voix de Moussa était tendue. « Tu ne répondais plus. Je n'avais pas envie. »« Tu lui as parlé ?» Long silence. « Pas encore. » Moussa comprit immédiatement. Quelque chose avait changé. « Aïssatou, qu'est-ce qui se passe ?» Elle répondit d'une voix presque brisée. « J'ai l'impression que tout est en train de nous échapper. » Idrissa s'arrêta devant le café. Pour la première fois, il n'entra pas. Il resta de l'autre côté de la rue, à regarder les gens vivre, rire, boire un café. Grace riait avec un enfant venu chercher un chocolat chaud. Joseph balayait le trottoir. Patrick arriva quelques minutes plus tard. Il serra chaleureusement la main de Joseph, puis embrassa Grace sur le front, un geste simple, naturel, plein de respect. Idrissa observa la scène. Il ne ressentit aucune jalousie, seulement une pensée. Cet homme sait être présent. Puis il repartit, sans boire son café, sans dire bonjour. En rentrant au bureau de Sarah pour lui montrer la vidéo, Idrissa trouva son cabinet vide. Sur son bureau, une seule enveloppe. À son nom, à l'intérieur, la copie d'un relevé bancaire. Un virement de 18 millions de dollars. Signé électroniquement, Idrissa Ndiaye. En dessous, un post-it manuscrit. Ce n'est que le début. Idrissa comprit enfin que 2 guerres se déroulaient en même temps. L'une détruisait son entreprise, l'autre détruisait son cœur. On croit souvent qu'un homme devient fort lorsqu'il cesse d'aimer. C'est faux. Un homme devient réellement fort le jour où il accepte d'entendre une vérité, même si cette vérité risque de le briser. Ce soir-là, Idrissa était prêt. Enfin, il le croyait. Cabinet de Sarah. Idrissa entra sans frapper. Le bureau était vide. Les stores étaient baissés. Sur le fauteuil, le manteau de Sarah. Son ordinateur encore allumé. Mais Sarah avait disparu. Sur le clavier, un dossier, écrit au marqueur rouge. À remettre uniquement à Idrissa Ndiaye. Ses mains tremblaient. Il ouvrit lentement le dossier. À l'intérieur, une chronologie, des contrats, des virements, des signatures, des badges clonés, puis une page entièrement écrite à la main. Si vous lisez ces lignes, c'est que je n'ai probablement plus le temps de tout vous expliquer. Idrissa sentit son cœur accélérer. Il poursuivit. Quelqu'un, au sein même de Ndiaye Capital, a construit un système permettant d'utiliser votre identité sans votre présence. Vos signatures ont été reproduites. Vos déplacements ont été exploités, vos habitudes étudiées pendant des années. Il tourna la page. Je n'ai pas encore la preuve définitive du responsable. Mais je suis certaine d'une chose, ce n'est pas une fraude financière, c'est une vengeance personnelle. Idrissa referma le dossier. Un seul nom revenait sans cesse dans son esprit. Moussa. Puis il repoussa cette pensée. Impossible. Le cerveau accepte parfois une vérité. Le cœur, lui, résiste encore. Queens.
Idrissa s'arrêta devant la maison de sa mère. Il n'avait pas prévu d'y aller, mais il ne savait plus où aller. Aminata ouvrit, elle n'eut besoin que d'un regard. Entre. Ils s'assirent dans le jardin. Le silence dura longtemps. Puis Idrissa demanda « Maman, est-ce qu'on peut aimer quelqu'un et ne plus le reconnaître ?» Elle réfléchit, puis répondit calmement « Oui, parce que les gens changent, et parfois, c'est nous qui refusons de voir qu'ils ont changé. » Il baissa la tête. « J'ai peur. » Elle lui prit la main. « Alors tu es encore vivant. Les seuls hommes qui n'ont plus peur sont ceux qui n'ont plus rien à perdre. » Café. Grace terminait son service. Patrick arriva, très élégant, costume bleu foncé, cravate bordeaux. « Tu es magnifique, » dit-elle. Il rougit. « Merci. » Puis, il sortit discrètement un petit papier. « Samedi, je voudrais t'emmener voir quelque chose. »« Où ça ?» Il sourit. Surprise. Joseph observait la scène. Il leva les yeux vers le ciel, puis murmura presque pour lui-même. Les plus beaux projets ignorent toujours que le destin prépare autre chose. Penthouse. La nuit, Idrissa rentra. Aïssatou l'attendait. Assise dans le salon, sans télévision, sans téléphone. Elle savait. Cette fois, il ne pourrait plus repousser la conversation. Idrissa retira lentement son manteau, puis s'assit en face d'elle. Aucun des deux ne parlait, pendant presque 1 minute. Enfin, Idrissa leva les yeux. « Je vais te poser une seule question. » Elle sentit son cœur s'arrêter. « Et je te demande de me répondre sans penser à ce que cette réponse changera. Réponds-moi simplement avec ton cœur. » Elle acquiesça. Il inspira profondément. « Est-ce que tu m'aimes encore ?» Le silence, le plus long silence de leur vie. Les lèvres d'Aïssatou tremblaient. Ses mains aussi. Elle voulait dire oui, parce qu'une partie d'elle aimait encore cet homme. Elle voulait dire non, parce qu'elle vivait déjà dans un autre mensonge. Les secondes passaient. Idrissa comprit, avant même qu'elle ne parle. Elle murmura enfin « Je… » Mais aucun mot ne sortit, seulement des larmes. Idrissa ferma les yeux, puis se leva. Très calmement, il s'approcha d'elle, lui tendit un mouchoir. « Tu n'as pas besoin de répondre. » Elle éclata en sanglots. Pour la première fois depuis des années, c'était lui qui la consolait. Parfois, l'amour meurt sans haine. Il meurt simplement, épuisé. Idrissa entra dans son bureau, ouvrit le tiroir, sortit la vidéo, la regarda une dernière fois, puis la referma. Il prit ensuite une feuille blanche, écrivit lentement « Demain, dis-moi toute la vérité. Je te promets de ne pas t'interrompre. Je te promets de t'écouter jusqu'au bout. » Il posa la lettre sur la table du salon, puis quitta l'appartement, seul, sans destination. À l'aube, Aïssatou lut la lettre. Ses mains tremblaient. Elle comprit qu'elle ne pouvait plus mentir. Elle prit son téléphone, composa le numéro de Moussa. Lorsqu'il décrocha, sa première phrase fut « C'est terminé. Je vais tout lui dire aujourd'hui. » De l'autre côté du fil, un silence glacial. Puis la voix de Moussa, plus froide qu'elle ne l'avait jamais entendue. « Si tu lui parles, nous sommes tous les deux morts. » Aïssatou resta figée. Pour la première fois, elle comprit que l'homme qu'elle croyait aimer était peut-être devenu beaucoup plus dangereux qu'elle ne l'avait imaginé. Il existe des vérités qui ne détruisent pas un homme. Elles détruisent la personne qu'il croyait être. Cette nuit-là, Idrissa Ndiaye allait perdre bien plus qu'un mariage. Il allait perdre le dernier endroit où il se sentait encore chez lui. Penthouse, 19h40. Le salon était silencieux. 2 tasses de thé refroidissaient sur la table basse. La lettre d'Idrissa reposait toujours au milieu du salon.
Aïssatou l'avait relu des dizaines de fois. À chaque lecture, la honte grandissait. La porte d'entrée s'ouvrit. Idrissa entra, trempé par la pluie. Il retira lentement son manteau, le suspendit, puis s'assit en face d'elle. Aucun des deux ne parlait, pendant presque une minute. Enfin, Idrissa prit la parole. « Je t'avais promis de ne pas t'interrompre. Cette promesse tient toujours. Dis-moi tout, même si ça me détruit. Je préfère une vérité qui me brise qu'un mensonge qui me garde debout. » Aïssatou éclata en sanglots. Elle essaya plusieurs fois de parler. Les mots restaient coincés. Puis, elle réussit enfin. « Je ne voulais pas que les choses arrivent ainsi. » Idrissa resta immobile. « Continue. » Elle inspira profondément. « Au début, je voulais seulement que quelqu'un m'écoute, quelqu'un qui me voie, quelqu'un qui remarque que j'existais encore. » Sa voix tremblait. « Moussa était toujours là. Il savait quand tu voyageais, quand tu travaillais toute la nuit, quand j'étais seul. Il venait parfois dîner. Au début, on parlait seulement. » Idrissa sentit une douleur traverser sa poitrine, mais il ne dit rien. Puis, un soir, j'ai pleuré. Il m'a prise dans ses bras, et je ne l'ai pas repoussé. Le silence envahit l'appartement. Elle poursuivit. Je me suis convaincu que ce n'était qu'une erreur. Puis il y en a eu une deuxième, puis une troisième, et un jour, je ne savais même plus comment revenir vers toi. Idrissa gardait les yeux baissés. Ses mains tremblaient. « Est-ce que tu l'aimes » demanda-t-il enfin. Elle resta silencieuse, très longtemps, puis répondit avec une sincérité douloureuse. « J'ai cru l'aimer. Aujourd'hui, je ne sais plus. Je crois surtout que j'étais perdu. » Idrissa releva lentement les yeux. « Et moi ?» Une larme glissa sur la joue d'Aïssatou. « Toi, je t'ai aimé de tout mon cœur, puis je t'ai attendu, et j'ai fini par ne plus savoir comment t'attendre. » Le silence revint, un silence si lourd qu'il semblait remplir toute la pièce. Il n'existe pas de bonne manière d'avouer une trahison. Il existe seulement des vérités que l'on aurait dû dire beaucoup plus tôt. La seconde vérité. Idrissa prit une longue inspiration. Et l'entreprise? Aïssatou leva brusquement les yeux. « Quoi? Est-ce que tu savais ?» Elle secoua immédiatement la tête. « Non, je savais qu'il voulait prendre sa revanche contre toi. Je savais qu'il parlait souvent de l'entreprise. Mais je te jure, je ne savais rien des faux contrats, rien des virements. Quand j'ai compris qu'il allait trop loin, j'ai voulu arrêter. Il m'a dit qu'il était trop tard. Pour la première fois, Idrissa vit dans son regard quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis longtemps. La peur, une peur authentique. Le choix. Il se leva, très lentement, marcha jusqu'à la baie vitrée, regarda la pluie tomber sur Manhattan. Puis, il dit doucement, « Tu sais ce qui me fait le plus mal ?» Elle ne répondit pas. « Ce n'est pas que tu sois tombée amoureuse d'un autre. Ça peut arriver. » Il se retourna, les yeux rouges. « C'est que tu aies souffert si longtemps, sans que je m'en aperçoive. » Aïssatou éclata en sanglots. « Pardonne-moi. » Il secoua doucement la tête. « Je te pardonnerai peut-être un jour. Mais aujourd'hui, je dois d'abord apprendre à me pardonner à moi-même. » Il retira lentement son alliance, la contempla quelques secondes, puis la déposa sur la table, sans colère, sans violence, seulement avec une infinie tristesse. « Je vais partir. » Aïssatou se leva brusquement. « Idrissa, ne conduis pas dans cet état. » Il esquissa un sourire vide. « Ne t'inquiète pas, je ne sais même plus où aller. » Il prit son manteau, puis sortit. La porte se referma, doucement, définitivement. La nuit. La pluie redoublait. Idrissa marcha pendant des heures, sans parapluie, sans destination. Ses vêtements étaient trempés. Son téléphone vibrait sans cesse. David, sa mère, Sarah.
Il ne répondit à personne. Il entra dans un petit bar presque vide, s'assit au comptoir. Un whisky. Le serveur le servit. Il le but d'un trait, un autre, puis un troisième. Les heures passèrent. Les verres s'accumulaient, les souvenirs aussi. Le mariage, Dakar, les premiers succès, les promesses, les absences, les silences. À 2 heures du matin, il n'arrivait presque plus à tenir debout. Le barman s'approcha. « Monsieur, je crois que ça suffit. » Idrissa posa quelques billets sur le comptoir. « Gardez la monnaie. » Il sortit, sous une pluie diluvienne. Cette nuit-là, New York continua de vivre. Les taxis roulèrent. Les ferries traversèrent l'East River. Les amoureux rentrèrent chez eux. Personne ne remarqua cet homme ivre qui marchait seul au milieu de la pluie. Personne, sauf le destin. Dernières images. Idrissa trébucha, s'effondra contre un mur, essaya de se relever. N'y parvint pas. Il continua à marcher, encore quelques mètres, puis disparut dans l'obscurité des rues menant vers le Bronx. Au loin, une enseigne lumineuse brillait faiblement. The Green Bean Café. Elle venait de s'éteindre pour la nuit. Les cordes montent progressivement. Fin du chapitre 3. Épilogue. Au même instant, Grace refermait les volets de son appartement. Avant d'aller dormir, elle regarda une dernière fois par la fenêtre. La pluie semblait ne jamais vouloir s'arrêter. Sans savoir pourquoi, elle murmura « Seigneur, protège celui qui en a le plus besoin cette nuit. » Elle éteignit la lumière. Quelques rues plus loin, Idrissa s'écroulait de nouveau sur le trottoir. Leur chemin n'était plus qu'à quelques centaines de mètres de se croiser. Fin du chapitre 3.